Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Qui cherche à tout prix à provoquer un génocide des Tutsis au Burundi. Et pourquoi? La presse propagandiste rwandaise au service des extrémistes Tutsis qui, depuis des années, mettent la région des Grands Lacs sens dessous, appelle aujourd'hui les Tutsis du Burundi à serrer les rangs et à haïr et combattre leurs concitoyens Hutus. Le 21 février 2016, le journal en ligne pro-gouvernemental rwandais igihe.com publia un article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » dans lequel il annonce que, je cite, « Le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique ». Les auteurs vont jusqu'à affirmer, sans vergogne ni remords aucun, des contre-vérités du type, je cite, « La quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans ont été atrocement exterminés dans tout le pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Les fillettes Tutsi en bas âge sont régulièrement violées ainsi que leurs aînés et leurs mères, puis effroyablement torturées et assassinées. Les habitations des Tutsis en ville comme en campagne sont chaque jour incendiées avec le mobilier et les effets. » Fin de citation. Je cite encore, « Le cannibalisme Hutu qui se développe dans certains quartiers de Bujumbura, entre parenthèses Buyenzi 24e avenue, où un restaurant sert depuis des mois de la chair Tutsi, et peut-être dans le reste du pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Des milliers de jeunes Tutsis ont disparu et continuent à disparaître chaque jour par centaines pour ne plus être retrouvés. Il est probable que les corps des suppliés sont répartis entre les fosses communes et les restaurants de la honte Hutu tenus par des Imbonerakure. » Fin de citation. Je cite encore, « Les assassinats d'opposants ou supposés tels, les viols sélectifs restés impunis des enfants, des écolières et des femmes Tutsi partout dans le pays, la confiscation des terres des Tutsis sans la moindre référence aux lois de la République, la corruption érigée en règle de gouvernement et dirigée subtilement contre les Tutsis et contre leur business, la destruction méthodique de l'activité d'élevage du bétail chez les Tutsis, les tracasseries administratives diverses, etc., seront le lot quotidien des Tutsis du Burundi jusqu'au paroxysme du génocide d'avril 2015. » Fin de citation. Je cite encore un autre passage. « Les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, d'entassement des corps dans des charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour de copieux repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Le scandale a éclaté au grand jour dans un restaurant de Buyenzi 24e avenue ce vendredi 12 février 2015. » Fin de citation. Ce sont là quelques extraits de l'article publié par des auteurs d'un extrémisme ahurissant et relayé par la presse des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je ne lirai pas ici tout l'article. J'invite plutôt tout un chacun à le lire attentivement sur le site igihe.com pour se faire une idée de la mentalité et des méthodes des extrémistes pyromanes Tutsis dans la région. Considérant la gravité des accusations contenues dans cet article, publié par la presse de l'intouchable dictateur sanguinaire rwandais Paul Kagame, Radio Ijwi rya Rubanda a organisé le 26 février 2016 une émission débat au sujet de cet article d'un extrémisme provocateur incroyable. Dans cette troisième partie de notre émission, il a été demandé aux participants Valence Maniragena, Jean Mounana et l'abbé Thomas Naïmana de nous faire part de leurs commentaires sur le fait que les auteurs de l'article accusent tout le monde, sauf le Rwanda, d'inaction ou complicité, mettant dans le même sac la France, les États-Unis, l'ONU
les chefs d'État des pays africains qu'ils appellent les hyènes de l'Union africaine, ainsi que les pays de la communauté est-africaine. Écoutons leurs commentaires. Merci pour votre intervention. Il est clair que les extrémistes Tutsis qui gouvernent le Rwanda, notre pays, sont résolument des maniaques, ça se voit, c'est depuis longtemps qu'on le sait, mais même ces derniers temps, ils continuent à le manifester et même peut-être ils vont plus loin que ce qu'on avait jusqu'à présent vécu. Je vais demander à l'abbé Thomas Nahimana de peut-être encore faire un commentaire sur cette partie du texte où l'on parle de restaurants à Bujumbura et dans d'autres régions du pays où l'on livre de la viande de Tutsi et pour des repas copieux dans les restaurants. Quand vous voyez quelqu'un qui écrit un article comme ça, qui le publie, et même il le publie 2 fois sur 2 sites différents, et puis quelques jours après, il continue sur la même lancée avec des articles qui vont dans le même sens. Concrètement, est-ce que vous pensez que ce sont des types de gens avec lesquels on peut réellement trouver un terrain d'attente, ou bien, qu'est-ce que vous pensez de ça, en faisant référence ne fût-ce que à cette partie choquante du texte que nous analysons? Merci de me redonner la parole. Donc, à propos spécialement de cette partie, comme mes amis viennent de le dire, il y a quand même quelque chose de pas ordinaire, mais qui est compréhensible puisqu'on est dans une sorte de stratégie qui est réfléchie et pensée. Et ceux qui le font, ceux qui font ça, ceux qui écrivent ça, ne sont pas des malades mentaux, c'est des gens, c'est des extrémistes qui savent ce qu'ils sont en train de faire. En fait, on assiste au tir à l'arme lourde. Là, vraiment, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Et ils savent ce qu'ils cherchent réellement. Ils sont dans l'outrance et la démesure. Et ils le savent très bien. Ils veulent quoi? Ils veulent diaboliser au maximum. Ils veulent déshumaniser. Donc, diaboliser, c'est plus simple. Donc, de dire que l'autre est un diable, il peut encore vivre. Mais de dire qu'il est cannibale, donc il n'est plus humain. Et c'est le Hutu dont il s'agit là. Donc les Hutus ne sont pas des humains, ils sont plus que des diables. Et voilà, ils mangent les hommes, ils mangent de la chair humaine. Et c'est des Hutus dont il parle. Et là, c'est l'outrance, c'est la démesure. Et c'est une stratégie réellement pour essayer de créer, je ne trouve pas le mot, de qualifier ce qu'ils veulent créer, peut-être une sorte d'électrochoc dans l'opinion internationale, dans l'opinion de la communauté internationale. Ils veulent forcer la communauté internationale à jeter un coup d'œil, non pas sur ce qui se passe, mais sur ce qu'ils disent. Ils veulent forcer tout le monde à croire en ce qu'ils disent. C'est pour cela qu'ils se situent maintenant dans la démesure. Peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont dépassé les limites et que plus personne ne va plus croire à eux. Vous vous rappelez de ce monsieur-là du Rwanda qui avait exercé son fils à mentir parce qu'il croyait que le mensonge faisait vivre. Eh bien, son fils a compris la leçon et le matin, il se lève. Il est fait... je ne sais plus. Vous vous rappelez peut-être ce qu'il a dit? Qu'il a essayé de faire un peu de sport et que sa tête a touché le ciel. Et son père de lui dire, mon fils, essayez de mentir au prénom. Parce que ce type de mensonge-là, il va t'entraîner directement ou on va te couper la tête plutôt que de t'enrichir. Alors nos amis du Rwanda, du groupe extrémiste là, à mon avis, ils sont en train de dépasser les limites, ils sont dans l'outrance, ils sont dans la démesure. Puisqu'ils parlent concrètement d'un restaurant, et ils donnent l'adresse où on mange de la chair Tutsi, alors c'est plus facile d'aller vérifier. Et c'est plus facile d'y aller. Et quand on aura vu ce restaurant, c'est sûr que personne ne va croire en ce qu'il raconte là.
Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement une tentative de diaboliser les gens, de déshumaniser les Hutus, mais il y a aussi ce qui relève, comme disait notre ami Monana, du délit et du crime. Et là, ce n'est plus pour jouer, ce n'est plus de l'humour, c'est vraiment du délit et du crime. Et là, les autorités concernées, notamment les autorités burundaises, devraient prendre les responsabilités. Parce que dans ce qui est dit dans cet article, il y a des délits, il y a de la diffamation, il y a de l'injure. Quand vous taxez les gens de cannibales, c'est vraiment de l'injure et de la diffamation. Il y a de la calomnie, puisqu'ils disent qu'il y a des faits que les gens mangent de la chair tutsi. Mais plus que cela, il y a du crime, parce qu'il y a incitation à la haine raciale, incitation à la haine ethnique. Et ça, c'est des crimes qu'il ne faut pas laisser impunis. Si le gouvernement rwandais soutient ça, si le gouvernement rwandais est peut-être l'auteur de l'article, eh bien, et notre gouvernement devait encore porter plainte à l'ONU ou dans des instances habilitées comme auprès de l'Union africaine ou de l'EAC, mais c'est vraiment du crime là. Il ne faut pas laisser impunis de tels agissements. Alors pour revenir à la question, est-ce que des gens comme ça, on peut parler avec eux? Est-ce qu'on peut dialoguer avec eux? Moi, je reste convaincu que tant qu'on est vivant, tant qu'on est en cette vie, on peut vraiment pouvoir discuter, on peut pouvoir ouvrir le débat. De toute façon, les mecs, ils le savent bien, ils sont coincés. Ils savent bien qu'une politique comme ça ne peut plus résister longtemps. Ils vont tout perdre absolument, puisqu'ils sont dans l'extrémisme, ils sont dans la démesure. Ils vont tout perdre s'ils ne remettent pas les pendules à l'heure et qu'ils essaient de s'opposer un peu et de pouvoir accepter les autres. Et je vous rappelle, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Ce qu'il y a vraiment, le problème qui est là, ce qui est en jeu, c'est le pouvoir des Hutus au pouvoir. C'est ce qui rend fou les extrémistes du Rwanda. Ils accusent, évidemment, vous savez ce qui se dit au Rwanda, que le génocide a commencé en 1959, que le génocide a commencé avec le pouvoir Hutu. Eh bien, on applique la même chose à Bujumbura depuis 2006. Depuis que Nkurunziza et son groupe ont accédé aussi à un pouvoir partagé puisqu'ils n'avaient pas tout le pouvoir, eh bien, ils ont commencé tout de suite à faire le génocide. Donc, n'oubliez pas les deux traits de lecture là, avant. Donc, cette supériorité, ce complexe de supériorité de certains de l'ethnie Tutsi qui n'acceptent jamais qu'un pouvoir Hutu puisse exister, que quelqu'un qui ici de l'ethnie Hutu puisse exercer le pouvoir. C'est ce que nous sommes en train de vivre là. Ils sont en train de contester, de rejeter donc les Hutus au pouvoir. Par contre, ils savent ce qu'ils disent. Pourquoi ils savent ce qu'ils disent quand ils s'attaquent à la communauté internationale? Ils savent ce qu'ils disent parce que la communauté internationale s'est déjà rendue coupable de ce dont ils sont en train de l'accuser. Le groupe des extrémistes tout l'accuse de quoi? Qu'elle peut couvrir des crimes horribles, que la communauté peut couvrir des crimes de génocide. Eh bien, ça s'est passé. Ça s'est passé puisque la communauté internationale n'a jusqu'à maintenant à couvrir les crimes commis par le FPR au Rwanda comme au Congo depuis le 1er octobre 1990. La communauté internationale n'a pas jugé ces crimes-là. La communauté internationale a couvert les crimes et les massacres commis par le pouvoir Tutsi du Burundi. Personne n'a jugé l'assassinat du président Dadaye. Les massacres d'Otega et Marangara, ils ont toujours été tués. Si le groupe d'extrémistes Tutsi commence à crier et à accuser la communauté internationale, c'est qu'ils savent que la communauté internationale avait fait cela. Maintenant, c'est une sorte de chantage en réalité. Le groupe a compris que la communauté est en train de changer, la communauté internationale, que la communauté internationale est fatiguée, que la communauté internationale ne va plus soutenir des mensonges pareils, que la communauté internationale ne pourra plus continuer à soutenir des pouvoirs qui massacrent les gens, comme au Rwanda, effectivement. Et là, voilà, ils crient au loup, ils crient, ils se remettent, ils sont dans le complexe de persécuter, toujours persécutés. Ils sont toujours des victimes, même quand ils sont des bourreaux. Voilà. Mais quant au dialogue, j'y crois toujours, on peut toujours tenter.
S'ils ne croient pas au dialogue, eh bien, les guerres vont repartir, c'est sûr, mais ils ne resteront pas encore longtemps au pouvoir, les gens qui sont dans la démesure déjà, qui sont dans le trance. Merci. Merci beaucoup, Père Naïma Thomas. En fait, vous avez touché un autre point que je voulais développer, sur lequel je voulais attirer l'attention. C'est le fait que dans cet article, on fustige plusieurs personnes ou plusieurs institutions. On commence par la France, on la met dans le même panier que les États-Unis, et on parle de l'ONU, on parle des hyènes de l'Union africaine, les hyènes, pour dire les présidents de l'Union africaine, vous allez peut-être nous éclairer là-dessus. Et on parle de l'East African Community. Tous sont dans le même panier. Est-ce que cela semble être une stratégie qui peut porter, qui peut aider la cause de ce grand peuple Tutsi dont ils parlent, comme ils disent, ce grand peuple Tutsi qui a, avec une civilisation multimillénaire, est-ce que le fait de faire cet amalgame est quelque chose, je veux peut-être essayer de voir où il veut en arriver en faisant cet amalgame, en mettant tout le monde dans le même sac, en insultant les autres chefs d'État des pays africains, en disant que ce sont des hyènes, etc. Padri, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cela, les commentaires que vous avez, qui ont jailli dans votre cerveau quand vous avez vu ça? Moi, j'avais pensé au début qu'il brillerait les causes en s'attaquant à tout le monde. Je me suis dit que ça n'allait peut-être pas marcher, mais à la fin, j'ai fait marche arrière parce qu'une stratégie pareille. En fait, ils sont en train de dire qu'ils sont prêts à tout, au pire. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est pas les injures qu'ils adressent à la communauté internationale, au pays, parce que à la fin, ça tient pas. Ça tient pas du tout. Par contre, ce qui est essentiel là, c'est l'appel à la confiance du peuple Tutsi. Parce qu'ils sont en train d'appeler les Tutsis au sacrifice suprême. Ça veut dire que, en fait, les Tutsis vont mourir encore. Ils vont se laisser mourir parce qu'ils peuvent être assassinés par d'autres Tutsis, comme nous avons vu cela au Rwanda aussi. Donc, puisqu'ils sont en train de planifier que les Tutsis qui sont dans les camps du Rwanda, donc les Tutsis burundais, vont être assassinés par le pouvoir burundais, on est en train d'appeler les Tutsis à fermer les yeux si cela arrive, parce qu'ils vont le faire réellement. Vous allez voir, ils vont le faire, puisqu'ils ont commencé à l'annoncer. À mon avis, on peut injurier la France continue de tourner, c'est pas grave, si c'est une voix qui vient des médias du Rwanda. On peut injurier l'ONU, ça ne sert à rien, ça change rien du tout. On peut appeler les présidents des hyènes, mais en dessous, on va les courtiser quand même, on ne va pas s'empêcher de continuer à les courtiser et à les endormir si possible. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est cet appel à la conscience Tutsi, où on est en train de leur demander de se désolidariser avec les autres, mais l'appel est adressé plus particulièrement aux Tutsis du Burundi. Si le pouvoir continue de rester en place, c'est parce qu'il y a des Tutsis au pouvoir au Burundi. L'appel est adressé particulièrement à eux, en disant, voilà, si vous vous désolidarisez pas d'Nkurunziza, on ne pourra pas rester au pouvoir, on n'a plus d'alliés, mes chers amis, désolidarisez-vous. À mon avis, le pire est là, et on s'adresse aux militaires burundais qui sont dans l'armée, on s'adresse à ceux qui sont au gouvernement, et bien sûr, quand ils entendent cet appel, c'est la catastrophe, parce que l'enjeu est là, À mon avis, c'est ça. Merci beaucoup. Mounana, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de me redonner la parole, Monsieur Siméon. Avant de donner mon intervention sur cette question, je voudrais revenir sur ce qu'a dit l'abbé Thomas Nahimana concernant le génocide de 1959.
Et je vais vous raconter une anecdote, parce que je pense que par moment, le peuple rwandais a besoin de se dire des petites anecdotes comme ça, histoire qu'on essaie d'oublier le passé, même si le passé ne s'oublie pas. Euh, j'ai des amis, hein, que ce soit des Hutus et des Tutsis, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment quelqu'un de très ouvert dans la discussion, que ce soit côté politique, même si les Rwandais, bien évidemment, de par l'histoire, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Mais moi, j'aime beaucoup aborder l'histoire. Euh, une fois, j'étais en fait chez des amis, et j'ai rencontré une jeune femme Tutsi, bien évidemment. On a échangé. Et donc, on a parlé de tout et de rien. Et à un moment donné, il se trouve qu'on a parlé un peu de politique. Donc, on a parlé bien évidemment, de Kagame, des Hutus, des Tutsis. Et bien moi, de la prise de position que j'ai pour habitude de prendre, je disais que bien évidemment qu'il y avait des choses à faire au Rwanda. Et cette jeune femme n'était pas d'accord avec ce que je disais. C'était deux idées contraires, pardon. Ça veut dire elle défendait le pouvoir en place et moi j'étais contre le pouvoir. Et donc il fallait absolument trouver un terrain d'entente pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce que je dis et qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce qu'elle dit. Et donc quand elle me disait qu'écoute, au Rwanda il y a eu un génocide en 1994, moi, je lui ai dit, écoute, mais le génocide, il a touché tout le monde, que ce soit des Hutus, des Tutsis, tout le monde a été touché dans ce génocide. Mais par contre, elle était hors de question qu'on parle des Hutus qui ont été tués pour ce qu'ils étaient. Bien évidemment, elle reconnaissait que les Hutus ont été tués, mais par contre, ces meurtres, ces massacres de masse, ça ne correspondait pas au génocide. Et moi, je lui ai dit une chose, je vais poser la question suivante. Je lui ai dit, quand tu planifies d'attaquer des gens, et que les gens que tu vas attaquer, tu sais très bien que c'est des Hutus qui sont dedans, à savoir, par exemple, les camps de Kibéo, les camps de Mugunga au Congo, les camps de Tintig, etc., et que tu fais une planification précise et ciblée sur ces gens, et tu planifies, un jour planifié, ça veut dire on va mettre en place une stratégie, on va attaquer tel moment, on va y aller, et tu y vas, tu tues des gens là-bas, tu me dis que c'est des massacres, c'est pas un génocide, pourquoi tu veux me faire croire que les Tutsis qui ont été tués, c'était un génocide, et les Hutus, ce n'était pas un génocide? Elle a été incapable de me répondre. Après, elle me dit, mais de toutes les façons, le génocide au Rwanda commence en 59. Justement, je rebondissais là-dessus parce que l'abbé Padiri Thomas Nahima en a parlé. Et moi, j'ai dit à cette jeune femme, je dis, écoute, en 1959, c'était une révolution. Vous aviez un peuple qui avait été longtemps en esclavage. En l'occurrence, moi, mon grand-père, il a été esclave d'un Tutsi. Et pour eux, à l'époque, c'était normal. C'était normal que quelqu'un travaille toute sa vie sans être rémunéré, sans quoi que ce soit, et que le petit pouvoir soit toujours dans la petite minorité Tutsi. Pour elle trouvait ça normal. Je dis non. Moi, je pourrais dire aussi que le génocide commence à l'époque des rois, parce que quand les rois Tutsis ont pris le pouvoir et que tout le peuple a été mis en esclavage, ils n'avaient pas droit d'accès à certains biens comme les Tutsis. Ils n'avaient pas le pouvoir économique et ils étaient obligés de travailler pour eux. Et donc, dès qu'un peuple a été réduit à ce moment-là, on peut aussi appeler ça un génocide parce que ils n'avaient pas leur liberté de mouvement ou de pensée et ils étaient tués systématiquement quand il y en a un qui essayait de se lever. Et donc, avec cette jeune femme, on a eu un débat et finalement, on a été mis sur le fait que l'histoire du Rwanda, selon ce que on a appris, selon ce qu'on sait, selon qu'on est de telle ethnie ou de l'autre, mais on va penser différemment. Et donc, pour répondre à la première question que vous aviez posée, est-ce que quelqu'un qui écrit cet article avec des mots aussi pointus, aussi accusateurs, aussi puissants, aussi atroces, est-ce qu'on peut parler avec cette personne? Je pense que, comme le pense l'abbé Thomas Nahimana, il faut se dire qu'il faut se donner une chance, il faut faire un travail de fond pour arriver justement à échanger avec ces gens, avec ces personnes, parce que même si on a une lecture de l'histoire qui est différente, on est avant tout des Rwandais et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution. Alors, pour revenir à ces accusations concernant tout le monde,
tout le monde a tort, tout le monde est contre les Tutsis, la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, l'Union africaine. En fait, tout simplement, je pense que mon commentaire, il est très simple à comprendre. C'est que un pouvoir qui est à l'agonie, un pouvoir qui, c'est comme un oiseau qui a perdu ses plumes, ses ailes. Ils sont en chute libre, je pense. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ils sont obligés de sortir même les dernières cartouches parce qu'ils savent que il faut absolument réagir immédiatement. Et c'est là, en l'occurrence, le pouvoir burundais, c'est là où il faut qu'ils sautent sur l'occasion. Notamment, ils ont des experts en communication, comme par exemple Willy Nyamitwe, qui est un excellent communicant. Je pense qu'il faut vraiment qu'il voit cette stratégie, qu'il ne néglige pas, parce qu'au Rwanda, ce qu'on a fait, c'est que les Rwandais, ils n'ont pas su gérer la communication, la diplomatie, et la diplomatie à l'international. Et je pense que les Burundais, ils ont réussi à jouer sur ça, si bien que le pouvoir au Rwanda se trouve pris entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire que les accusations qu'ils ont mis sur le gouvernement rwandais à l'époque, eh bien, ils veulent le mettre sur le Burundi, mais tout compte fait, le pouvoir à Burundi, ils ont réussi à contrer ces accusations. Ils ont une stratégie de communication qui est très très puissante. Ils ont dans leur gouvernement des Tutsis qui s'expriment, qui disent, écoutez, il n'y a pas de génocide au Burundi, il n'y a pas de massacre au Burundi, foutez-nous la paix, excusez-moi de l'expression, mais laissez-nous en paix, le peuple burundais a besoin de la quiétude, de la tranquillité et veut diriger son propre pays. Donc un pouvoir comme ça qui commence à hurler, à crier sur tous les toits, à accuser tout le monde, dans tous les noms, comme quoi c'est des hyènes, c'est un pouvoir qui a perdu en réalité les plumes, les ailes. C'est un pouvoir qui est en chute libre. C'est un pouvoir qui demeure bien évidemment avec une bonne diplomatie, une bonne politique pourra amener à être changé. Ça c'est mon analyse et je pense que j'aurai peut-être l'occasion de dire autre chose. Oui, merci Mounana. Valence, peut-être pourriez-vous nous rappeler au sujet de cette idéologie du génocide, nous rappeler depuis quand le président rwandais Paul Kagame lui-même a commencé à évoquer le génocide au Burundi, et peut-être vous avez suivi les nouvelles bien avant, peut-être c'était vers la fin de 2014, où il annonçait déjà qu'il ne pourra jamais, qu'il ne va pas croiser les bras devant un génocide au Burundi. Et plus tard, maintenant, vous voyez, ils sont en train d'identifier chaque jour des articles pour signaler que, essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a génocide au Burundi, même si tout montre que il n'y a rien qui va dans ce sens au Burundi et que le pouvoir en place maîtrise la situation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces faits et peut-être faire un lien entre ce que le président rwandais avait amorcé à cette époque, ce qu'il voulait insinuer, ce qu'il voulait faire, et le lien avec ce qui se fait actuellement? Merci Siméon. Si vous permettez, avant d'aller là-bas, je voudrais d'abord qu'on se rappelle un peu le terme génocide qui est utilisé actuellement très souvent. Vous savez, en fait, il a été un peu introduit, je crois, bien dans le lexicon courante, politique, social, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on voulait parler des Juifs qui avaient été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, visés comme un peuple. Mais en réalité, je crois savoir que même en Europe, il y a toujours une discussion parce qu'il y a des peuples qui ont été tués au même titre que les Juifs et qui n'ont jamais été considérés comme, dont leur extermination n'a pas été appelée génocide. Ça, c'est un fait. Un deuxième fait, c'est qu'il y a quand même les mythes qui continuent à s'enraciner dans les mentalités de plusieurs personnes, entre autres le mythe du peuple Eli, qui est le peuple juif par exemple, et maintenant le mythe par exemple du peuple Tutsi qui se croyait être supérieur
à tous les peuples bantous de la région, par exemple, des Grands Lacs. Dernièrement, j'ai eu à faire connaissance avec un article de Monseigneur Kagame qui parlait des 4 tournants importants dans l'histoire du Rwanda jusqu'en 77. L'article avait écrit en 77. Et il parlait en dernier fait l'avènement de la République rwandaise en 1961, le 28 janvier 1961, lorsque les élus du peuple qui avaient été élus en 60 se sont rassemblés à Gitarama et ont déclaré la République. Donc, Monseigneur Kagame parlait de le principal fait qu'avait donné sa déclaration de la République, c'était la destruction du mythe Tutsi qui disait qu'il n'y avait que le Tutsi qui était né pour gouverner et que tous les autres peuples autour d'eux devaient les servir. Donc, avec l'avènement de la République le 28 janvier, ça c'est de la reconnaissance de Monseigneur Alexis Kagame, le mythe de la suprématie des Tutsis envers les autres peuples, les Bantous, a pris fin. Mais, mine de rien, les Tutsis, eux, n'ont pas acquis cet effet. Ils ont tout fait pour essayer de manipuler. Je crois que c'est soit dans une des émissions sur la radio Ijwi Rwanda qu'un des intervenants avait rappelé qu'en 59, même après 61, quand les Tutsis fouillaient, il y avait ceux qui avaient pensé qu'ils devaient tout faire pour arriver à faire comprendre au monde que les Hutus étaient des génocidaires, à l'instar comme les Juifs ils ont été reconnus comme les victimes d'un génocide perpétré par les nazis en Allemagne. Donc, les Tutsis, déjà en 59, eux, ils ont commencé à utiliser le terme génocide. Vous devez vous souvenir, par exemple, de l'article, de l'intervention du deuxième président du Rwanda, Grégoire Kayibanda, lorsqu'il parlait parce que les Tutsis accusaient les Rwandais de faire le génocide, et il avait demandé qui génocide qui tue qui. Bon, il y a toujours, quand on parle de génocide, il y a des définitions qui sont reconnues dans le droit. Mais vous voyez, par exemple, l'article nous dit que les Tutsis entre 13 et 40 ans ont été atrocement exterminés. Il dit exterminés dans tout le pays. Là, il parle du Burundi. Mais vous allez voir, les gens qui font qui observent, on n'a pas jusqu'à 500 morts, peut-être 600 morts. Donc ça, c'est pendant comme il compte, pendant 11 mois. Vous allez trouver qu'à part ces morts qu'on compte, le Burundi a enregistré évidemment des morts qui dépassent de loin son nombre. Et ce n'est pas seulement le Burundi, tout pays. Chaque jour, il y a des gens qui meurent par des accidents, par plusieurs histoires. Mais de là à venir maintenant dire génocide, au lieu de bien reconnaître qu'il y a par exemple ces actes barbares, ces actes terroristes de ces gens qui viennent en fait, semer le désordre dans la ville, dans la capitale du pays et aux alentours pour que la vie cesse, la vie économique, ainsi de suite, pour appeler maintenant leur soutien, leurs acolytes pour qu'ils viennent les soutenir. Parce qu'il n'y a pas seulement, malheureusement, il n'y a pas seulement le président rwandais dont vous parlez, mais il y a aussi dans certains milieux même européens comme les Jean-Louis Michel qui sont acquis à cette cause, qui veulent déstabiliser la région et ainsi continuer à exploiter, à s'accaparer des richesses de la région, à contrôler ces richesses. Ça aussi, c'était un thème qu'on ne doit pas négliger parce que ça existe. Les gens désorganisent pour essayer c'est comme on appelle les pêcheurs, les amateurs de pêche en eau trouble. Donc eux, ils veulent à tout prix gagner parce qu'il y a le désordre. Bon, donc génocide, on a parlé du génocide en 59, même avant qu'il n'y ait eu des crimes commis concrètement contre les Tutsis. Et quand les Tutsis ont été les premiers, je crois encore cela a été produit, je crois, a été prononcé dans une des émissions par des gens qui ont vécu cette période. Les Tutsis ont provoqué les assassinats, par exemple, même les massacres de 59. Bon, l'attaque de 63 des Ignési dont on parle, elle a provoqué évidemment des massacres et des assassinats. Mais ils ont provoqué. Et donc, eux, ils provoquent et après ils disent, voilà, on nous fait
ont fait le génocide contre nous. Ce que les Juifs, par exemple, n'ont pas fait. Les Juifs apparemment, n'ont pas provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont pas provoqué les Allemands. Donc, il n'y a pas lieu de comparer. Mais comme c'est en accord avec le mythe que Monseigneur Kagame affirme que le mythe est tombé en 1961, mais il y a des Tutsis qui n'ont jamais accepté que ce mythe disparaisse, qui veulent toujours se considérer comme des supérieurs aux autres peuples qui vivent avec eux. Et c'est de là, apparemment, que les gens pensent à instaurer un empire Hima, quelque chose comme ça dans la région. Donc, ce mythe étant tombé, certains de ces Tutsis qui n'ont jamais accepté que le mythe disparaisse, ils font tout pour raviver ce mythe. Et comme le Père Thomas l'a dit, maintenant ils essaient de dire et d'allumer les feux pour les Tutsis qui sont par exemple dans le gouvernement burundais, dans l'armée, et en leur disant, voilà, si vous ne faites pas attention, on va vous tuer. Mais en réalité, qui va les tuer, ce sont ces Tutsis extrémistes qui vont tout faire pour les éliminer et maintenant provoquer le chaos. Donc, et quand vous parlez de l'actuel président du Rwanda, lui, en fait, il a été assez clair quand il se prononçait en disant qu'il ne peut pas accepter, comme vous l'avez dit, qu'un peuple soit tué, alors que... Donc, il parle d'un peuple. Donc, quel peuple? Celui-là dont on nous dit que c'est un peuple qui a une histoire millénaire. Donc, les autres... En fait, un peu, c'est de la bizarrerie qui est en train de passer, mais ça cache ce visage. Ils veulent cacher leur propre visage, leur idéologie de supériorité envers les autres peuples qui sont à côté d'eux, et maintenant en se rendant victime. Parce que quand on déclare le génocide, on veut toujours montrer qu'il y a quelqu'un qui a fait ces crimes, étant donné que le génocide est reconnu comme un crime punissable partout. Donc, il faut qu'il y ait des victimes et des bourreaux. Et quand maintenant ils se déclarent victimes, c'est qu'on doit trouver les bourreaux dans les peuples qui entourent ces Tutsis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est là où on doit quand même en venir, tout en faisant notre analyse. Nous montrons effectivement que ce n'est pas correct. J'ai bien apprécié l'intervention, parce que moi j'avais pensé que même le gouvernement rwandais, en fait, écoutez, nous marchons tous sous le soleil, donc même le gouvernement rwandais peut revenir à la raison et punir, essayer de montrer que de telles publications n'ont pas raison d'être. Mais si le gouvernement burundais s'adresse à la justice, mais à quelle justice malheureusement? Parce que, bon, il faut se trouver à quelle justice il peut s'adresser. Mais au moins le gouvernement rwandais a les instruments, puisque le journal, le guillet, il est apparemment enregistré, c'est une publication, il est apparemment sous le domaine d'action du droit du Rwanda. Donc il peut porter plainte, ou bien il paraît qu'ils ont un conseil de presse, si je ne me trompe pas. Donc normalement les gens devraient voir cette publication et l'analyser. Donc ça c'est un. Deux, c'est que en réalité, vous permettez, nous devons comparer, nous ne devons pas oublier qu'en essayant de causer avec, malheureusement les gens qui ont écrit ça, ils ne se sont pas, dans le premier article, ne se sont pas, disons, dit agence burundaise News, si je ne me trompe pas, oui, agence Bujumbura News. Bon, mais l'autre article où on parle des attaques de Kando Mohamed, lui, il a été publié apparemment par un certain Jean-Jacques Makungu. Donc on peut quand même trouver ces gens et non seulement les traduire en justice, mais essayer de les faire comprendre, si évidemment le dialogue venait à avoir lieu, de les faire comprendre que le mythe dont ils ont encore, dans lequel ils ont encore foi, ce mythe n'est plus. Parce que la liberté, la liberté, c'est des gens de penser, de réaliser qu'en réalité ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire, et ça ne tient pas, ça ne colle pas, et il vaut mieux trouver d'autres arguments pour essayer de vivre ensemble. Je crois que c'est sur ça peut-être qu'on devrait plus porter notre attention. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je suis d'accord avec vous que le président actuel du Rwanda a parlé du génocide bien en 2014, et il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont commencé même entre autres dans les partis politiques de l'opposition burundaise, qui avaient commencé à dire que non, qu'au Burundi, il y a un génocide, avant même que la candidature du président Nkurunziza soit déclarée, parce qu'ils ont dit que le désordre, ils l'ont semé à cause de sa candidature au troisième mandat.
nous voyons que même quand les présidents africains vont et rencontrent les leaders de l'opposition, ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord. Ils sont déçus, mais parce qu'ils ne veulent pas écouter la raison, ils veulent à tout prix que leur idée, leur mythe de supériorité ou bien de victime permanente des peuples barbares, parce que voilà, on rend les peuples vivant à côté des Tutsis des barbares qui sont maintenant, qui se nourrissent comme vous l'avez, on l'a disait un peu plus haut. Donc ça là, c'est une façon encore de dire, voilà, les victimes et ces boulots qui veulent à tout prix les manger, les violer, ce qui n'est pas une réalité. Donc, si ces gens ne sont pas prêts à discuter avec leurs compatriotes qui sont à côté d'eux, bon, je me trouve mal. Mais vous vous souvenez plutôt, monsieur Siméon, vous savez qu'en 1994, lorsque les États-Unis de Clinton, je crois, avaient refusé même l'intervention de la MINUSMA pour s'interposer entre les forces gouvernementales et le FPR. Après, monsieur Clinton avait eu l'idée bête de proposer créer un État Hutu et un État Tutsi. Ce que, évidemment, Dieu merci, les gens n'ont pas accepté. Mais ces gens qui continuent à attiser le feu entre le Hutu et le Tutsi, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est juste revenir à un mythe qui n'aura plus de raison d'être? Voilà, on peut poser cette question, mais je vous remercie quand même. On continue à discuter si c'est possible. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est ici la fin de la troisième partie de notre émission consacrée à l'article intitulé « La face cachée de la communauté internationale » paru sur le site pro-gouvernemental rwandais igihe.com. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.